La guerre du Vietnam verrait la réalisation du rêve vietnamien d'un seul pays, unifié et indépendant prenant sa place dans le monde, libéré de toute oppression et domination extérieure. C'est le genre d'histoire qui a été racontée à travers l'histoire. Et si cela s'était produit à un autre moment de l'histoire, alors il aurait probablement été largement oublié en dehors de ce petit pays d'Asie du Sud-Est, comme tant de guerres d'indépendance le sont. Mais en raison des événements survenus ailleurs dans le monde, les champs de bataille du Vietnam sont devenus l'un des plus importants de la planète à cette époque, car c'est ici que deux superpuissances idéologiques, l'Occident démocratique et l'Est communiste, allaient s'affronter. Ne pouvant pas se combattre directement car ils se détruiraient dans un feu nucléaire, ils se sont donc affrontés à travers le peuple vietnamien. Voici l'histoire de la guerre du Vietnam. Merci à Masterworks d'avoir sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. Bienvenue dans Wars of the Worlds. Au XVIIe siècle, des missionnaires catholiques français et portugais sont arrivés en Asie du Sud-Est dans le but d'y répandre le catholicisme. À cette époque, la région était fortement divisée entre des dirigeants locaux qui se combattaient fréquemment, et les Français ont donc déployé des troupes pour protéger les missionnaires. Au cours des 2 siècles suivants, les Français s'impliquèrent de plus en plus dans les affaires de la région, fournissant des soldats pour aider les seigneurs de guerre locaux qui étaient plus disposés à coopérer avec eux contre ceux qui ne l'étaient pas. Avec le temps, ils ont acquis de plus en plus de territoires dans la région, soit par la ruse, la négociation ou, le plus souvent, par la guerre. Cela a culminé en 1887 avec la création d'une fédération de possessions coloniales françaises connue sous le nom d'Indochine française. Le gouvernement colonial français exploitait ces sujets, leur imposant des taxes exorbitantes sur des produits essentiels comme le sel et l'opium. L'Indochine française s'est agrandie à la fin du XIXe siècle, avec des territoires cédés par le Siam voisin en 1893, puis encore d'autres en 1907. Bien qu'au milieu des années 30, certains de ces territoires aient été rendus. Cependant, l'opposition aux Français dans la région n'a jamais été complètement éradiquée par le gouvernement colonial, ce qui a entraîné la formation de plusieurs mouvements visant à les chasser et à créer une nouvelle nation indépendante. L'un de ces mouvements était le Vietnam Quy Chinh Dan, ou simplement Viet Quy Chinh, originaire de la ville de Hanoï. En 1927, le Viet Quy Chinh a lancé une campagne d'assassinat de responsables français, ce qui a entraîné une répression brutale de ses membres, ce qui a conduit à l'arrestation de près d'un tiers d'entre eux par les forces de sécurité françaises. Cela n'a cependant pas arrêté leur campagne, et le 10 février 1930, ils ont organisé une mutinerie de l'armée vietnamienne à la caserne de Yen Bai, qui a finalement échoué. Les Français ont puni brutalement les membres et les partisans du Viet Quy Chinh, dont beaucoup furent exécutés. Le Viet Quy Chinh a lentement perdu de son influence par la suite, mais un autre mouvement nationaliste gagnait déjà du soutien et allait bouleverser le paysage politique de la région au cours des 30 années suivantes. En 1917, la Russie impériale a été secouée par une révolution, entraînant le renversement du tsar et la création de la première superpuissance communiste du monde, l'Union soviétique. Beaucoup de personnes en Union soviétique voulaient répandre leurs idéaux communistes au-delà de leurs propres frontières et instaurer un nouvel ordre mondial fondé sur l'idéologie communiste. Et pour y parvenir, le dirigeant soviétique Vladimir Lénine a créé le Comintern, une organisation internationale destinée à planifier et soutenir davantage de révolutions à travers le monde. En 1923, un nouveau membre est arrivé à Moscou pour recevoir une formation idéologique et pratique afin de déclencher une révolution communiste. Il s'appelait Ho Chi Minh. Certains aspects de la jeunesse de Ho Chi Minh restent flous, soit en raison du manque de tenue de registre adéquat parmi la population locale d'Indochine, et parfois parce qu'il a ensuite donné des informations contradictoires sur sa vie. Sa date de naissance publiée est le 19 mai 1890, et son père était magistrat, mais il fut finalement révoqué pour abus de pouvoir. En 1911,
Ho Chi Minh trouva un emploi sur un navire français sous le pseudonyme de Van Ba, afin de dissimuler son implication dans les manifestations contre l'esclavage. Et il travailla sur différents navires, parcourant le monde et visitant entre autres la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. En 1919, il retourna en France, et à ce moment-là, il devenait de plus en plus politisé. Il rencontra un groupe d'autres Indochinois vivant à Paris, qui en plus de défendre l'indépendance de leur patrie, étaient tombés sous le charme des idéaux du communisme. Étant principalement un peuple rural et ayant été opprimé par les impérialistes français pendant si longtemps, le rêve du communisme, dans lequel le pouvoir était réparti parmi le peuple et non réservé à une élite, trouva un écho chez de nombreux peuples autochtones d'Asie du Sud-Est, ce qui allait inquiéter les puissances occidentales, en particulier les États-Unis, dans les années à venir. Pendant son séjour à Paris, Ho Chi Minh a mené campagne pour que son peuple puisse avoir son mot à dire sur les termes du traité de Versailles qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Et il a fait appel aux dirigeants mondiaux pour qu'ils poussent la France à accorder l'indépendance à l'Indochine. Le fait que 100 000 hommes d'Indochine aient combattu pour les Français dans les tranchées du front occidental leur a valu un certain soutien. Mais ces deux efforts se révéleraient vains, bien qu'ils aient contribué à accroître sa notoriété dans son pays en tant qu'homme à la tête de l'appel à la liberté. Le manque de soutien de l'Occident démocratique n'a fait que rapprocher Ho Chi Minh et ses compatriotes de Moscou et du communisme, et cela l'a conduit à jouer un rôle actif dans la promotion du communisme au sein même de la France. En fait, il fut l'un des membres fondateurs du Parti communiste français. En 1923, il commença à se diriger vers l'Est, se faisant passer pour un marchand chinois afin d'atteindre Moscou et d'assister aux réunions du Comintern. Après cela, il se rendit en Chine et commença à enseigner la voie communiste aux Indochinois qui y vivaient, et il deviendrait finalement l'agent principal du Comintern en Asie du Sud-Est. Le 18 octobre 1926, Ho Chi Minh, âgé de 36 ans, épousa une jeune chinoise de 21 ans du nom de Zhen Ziwenming, malgré les protestations de ses camarades qui l'ignora complètement. Au cours de la décennie suivante, Ho Chi Minh parcourait l'Europe et l'Asie en long et en large au service du communisme mondial, rencontrant des membres de groupes communistes dans des pays aussi éloignés que la France, la Belgique, l'Italie, l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Dans son pays natal, les Français continuaient de réprimer sévèrement les révolutionnaires présumés, rendant illégaux les partis communistes en France comme en Indochine en 1939. Mais les Français allaient bientôt s'inquiéter davantage de la menace croissante du Japon et de la crainte que les communistes en Chine ne remportent la guerre civile qui y faisait rage. La France elle-même fut plongée dans la guerre contre l'Allemagne en septembre 1939, et en moins d'un an, elle tomberait sous le coup de la Blitzkrieg allemande. L'Empire français était désormais sous le contrôle du régime de Vichy, qui disposait d'un pouvoir militaire limité et donc, avec peu d'opposition, les Japonais sont entrés en Indochine le 22 septembre 1940. L'objectif des Japonais était de bloquer les approvisionnements vers la Chine, avec qui ils étaient en guerre depuis 1937. Pour le peuple vietnamien, l'occupation japonaise était tout aussi brutale, voire plus que la domination française, et Ho Chi Minh et ses partisans savaient que le chaos de la guerre était le moment idéal pour riposter contre les envahisseurs de leur patrie. Il a donc réorganisé un groupe nationaliste, auparavant dissous, pour en faire le Viet Minh, dont l'objectif était de repousser les Japonais et leurs nouveaux marionnettes françaises et de libérer l'Indochine pour qu'elle devienne une nation communiste indépendante. Le mouvement bénéficiait d'un large soutien populaire, revendiquant environ un demi-million de membres à la fin de 1944. Grâce au fait qu'ils donnaient la priorité à l'indépendance du Vietnam plutôt qu'à leur propre programme communiste, cela a permis à des groupes nationalistes non communistes de s'allier sous la bannière du Viet Minh. Au début, ils utilisaient des armes introduites clandestinement depuis la Chine ou capturées aux Français et aux Japonais. Mais lorsque les États-Unis sont entrés en guerre le 7 septembre 1941, le Viet Minh a commencé à recevoir des financements et de l'équipement des États-Unis. Le Viet Minh s'est révélé être un ennemi redoutable pour les Japonais. Ils ont pleinement exploité leur connaissance de leur propre pays. Ho Chi Minh a établi sa base dans le nord, près de la frontière avec la Chine, afin de pouvoir rencontrer régulièrement ses alliés communistes chinois. Au cours de l'une de ces rencontres, Ho Chi Minh a été capturé par le Kuomintang chinois, les ennemis des communistes chinois dans leur guerre civile suspendue, et il a été détenu prisonnier pendant 2 ans, après quoi il a été autorisé à retourner dans son pays natal et à continuer de diriger la lutte contre les Japonais. En 1945, les Japonais étaient en pleine retraite à travers l'Asie et le Pacifique. Le 9 mars 1945, ils se sont débarrassés de leurs marionnettes françaises et ont accepté de diviser l'Indochine française en plusieurs parties distinctes, chacune avec son propre gouvernement,
tous alliés au Japon. Cela a conduit le Laos et le Cambodge à déclarer leur indépendance, mais les Français, récemment libérés, ont clairement indiqué qu'ils prévoyaient de reprendre le contrôle de leur territoire perdu à l'avenir. C'était aussi un avertissement pour le Viet Minh. Même avant la reddition des Japonais, de nouveaux responsables français ont été parachutés en Indochine par des avions américains, une tâche extrêmement dangereuse puisqu'ils étaient traqués à la fois par les Japonais et par le Viet Minh. Le Viet Minh avait mené une campagne brutale de 4 ans contre les Japonais et les Français de Vichy et n'était pas prêt à laisser les Français reprendre le contrôle. Le 15 août 1945, les Japonais en Indochine se sont finalement rendus et le Viet Minh n'a pas perdu de temps pour tenter de s'assurer le contrôle du pays avant que les Français ne puissent pleinement reprendre le contrôle. Dans le nord comme dans le sud, les forces communistes sous la direction de Ho Chi Minh ont pris le contrôle des villes et des cités et le 2 septembre 1945, il a déclaré que le Vietnam était désormais une nation indépendante. Dans son discours, il va citer la déclaration d'indépendance américaine déclarant « Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par leur créateur de certains droits à la vie, Among these are life, la liberté et la recherche du bonheur. » Cette déclaration immortelle a été faite dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776. Dans un sens plus large, cela signifie « tous les peuples de la Terre sont égaux dès la naissance. Tous les peuples ont le droit de vivre, d'être heureux et libres. » Il a également cité un sentiment similaire issu de la Révolution française, espérant peut-être obtenir la sympathie du peuple qui les avait opprimés si longtemps et qui avait lui-même été opprimé sous l'occupation nazie. Le problème pour Ho Chi Minh était que le Vietnam comptait encore des milliers de soldats japonais qui devaient maintenant être rapatriés dans leur propre pays. Lors de la conférence de Potsdam, les Alliés ont divisé le Vietnam le long du 16e parallèle, la Chine prenant la responsabilité de rassembler les Japonais au nord du parallèle et les Alliés prenant la responsabilité du sud. Malheureusement pour Ho Chi Minh, les forces britanniques arrivées dans le sud du Vietnam ont amené avec elles des troupes françaises qui ont immédiatement commencé à combattre les communistes au sud du 16e parallèle. Réussissant à tenir la capitale du Nord, Hanoï, Ho Chi Minh s'est employé à consolider sa position en éliminant ses rivaux, dont beaucoup avaient combattu avec le Viet Minh pendant toute la guerre. Désormais pleinement maître de la situation, il savait qu'il devait tenter de négocier avec les Français ou faire face à une guerre totale. La guerre avec le Viet Minh n'était pas non plus dans l'intérêt de la France, qui était engagée dans des négociations avec les Chinois, qui exigeaient que les Français se retirent de leurs possessions dans les ports chinois en échange du départ des troupes chinoises du nord de l'Indochine. Le 6 mars 1946, Ho Chi Minh et les Français ont finalement trouvé un accord, mais celui-ci ne satisfaisait pleinement aucune des deux parties. Au lieu d'obtenir une véritable indépendance vietnamienne, Ho Chi Minh a accepté que son gouvernement soit reconnu comme un État libre au sein de la Fédération indo-chinoise de l'Union française. Les Français ont été contraints d'accepter deux dispositions. Premièrement, ils ont promis de ne pas stationner plus de 15 000 soldats au nord du 16e parallèle. Deuxièmement, un référendum devait être organisé sur la question de la réunification des gouvernements vietnamiens d'Indochine. C'est à propos de cette dernière disposition que les relations entre les Français et le gouvernement de Ho Chi Minh se sont détériorées. Les tentatives répétées de parvenir à un accord sur la manière dont le référendum serait organisé n'ont pas permis d'aboutir à un consensus, et en novembre 1946, les deux camps se sont préparés à la guerre. Après que les tensions aient atteint leur paroxysme, la guerre ouverte a éclaté le 16 décembre 1946. Les premiers coups de feu de ce que l'histoire retient comme la première guerre d'Indochine ont eu lieu après qu'une dispute ait éclaté entre des soldats Viet Minh et français dans la ville portuaire de Haiphong au sujet des droits de douane sur les importations. La marine française a réagi en bombardant le quartier vietnamien de la ville, tuant 6000 personnes en une seule après-midi. Le Viet Minh a abandonné la ville pendant un certain temps, mais n'avait aucune intention de renoncer à sa revendication, et une force de 30 000 hommes, sous le commandement du général Giap, a lancé une contre-attaque. Mais malgré leur supériorité numérique, les forces françaises bénéficiaient d'un avantage technologique et ont pu repousser les forces vietnamiennes. Quelques semaines plus tard, le Viet Minh a été contraint de se retirer des villes qu'il occupait, y compris Hanoï, et a commencé une nouvelle guerre de guérilla dans les jungles denses de la campagne. Un fait curieux concernant cette période est que les effectifs du Viet Minh comprenaient désormais d'anciens membres de l'armée japonaise qui ne souhaitaient pas rentrer chez eux au Japon.
parce qu'ils ressentaient de la honte d'avoir perdu la guerre ou craignaient la persécution, voire la mort pour des crimes de guerre. Les Français ont rapidement adopté une politique consistant à établir des positions fortement fortifiées dans et autour des villes, dans le but de pousser le Viet Minh à les attaquer là où ils pourraient être détruits. Le Viet Minh, de son côté, s'en est rendu compte et a limité ses attaques aux lignes d'approvisionnement menant à ces positions, assiégeant ainsi efficacement les Français. Le résultat fut que, bien que cela ait permis aux Français de garder le contrôle des zones clés, la guerre est devenue un long conflit interminable, sans fin apparente en vue. La majeure partie du reste du monde a d'abord accordé peu d'attention à la guerre en Indochine, mais cela a rapidement commencé à changer lorsque des événements ailleurs ont poussé les États-Unis à réévaluer leur vision de la situation. La rupture des relations entre Washington et Moscou au début de la guerre froide a poussé les décideurs américains à s'inquiéter de ce qu'une défaite française en Indochine pourrait signifier pour la carte géopolitique de l'Asie. Si le Vietnam devenait une nation communiste indépendante, d'autres pays de la région pourraient suivre par effet domino. Cette inquiétude n'a fait que s'accentuer lorsque la guerre civile chinoise a repris et s'est soldée par une victoire communiste, ce qui signifiait que le Viet Minh avait désormais un puissant soutien incontesté à sa frontière nord. La Chine communiste est plutôt intervenue pour soutenir l'effort nord-coréen visant à vaincre la Corée du Sud et ses alliés américains lors de la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Un conflit qui s'est finalement terminé par une impasse. Pendant ce temps, Washington suivait avec inquiétude l'échec des Français à vaincre le Viet Minh. L'économie française d'après-guerre était concentrée sur la reconstruction après l'occupation nazie, et donc les États-Unis ont commencé à financer l'effort de guerre de la France contre les forces de Ho Chi Minh. À un moment donné, les États-Unis finançaient plus de 80% de l'effort de guerre, mais le peuple français se lassait de la guerre et des manifestations contre sa poursuite ont eu lieu dans les villes françaises en 1954. Le 13 mars de cette même année, la guerre était sur le point d'atteindre son apogée lorsque des parachutistes français ont atterri près du village de Dien Bien Phu et ont établi une série de positions fortifiées. L'opération visait à couper les approvisionnements du Viet Minh en provenance du Laos voisin, et les parachutistes devaient être ravitaillés par voie aérienne. Les Français ont engagé plus de 20 000 hommes et 400 avions de transport et de combat dans l'opération. Mais ils faisaient face à une force vietnamienne comptant des centaines d'hommes dans cette région. Les Français ont établi leurs positions fortifiées et ont été immédiatement assiégés par les Vietnamiens qui ont utilisé des canons anti-aériens avec une grande efficacité pour abattre les avions de ravitaillement. Le champ de bataille lui-même était largement dominé par la guerre de tranchées, comme celle observée lors de la Première Guerre mondiale, puisque les deux camps disposaient d'une abondance de pièces d'artillerie. Avec leurs réserves qui s'épuisaient au milieu des assauts tenaces du Viet Minh, les lignes françaises commencèrent à se replier encore davantage, jusqu'à ce qu'après près de 2 mois de combats incessants, la garnison française soit submergée. Près de 3000 soldats français furent tués et près de 12 000 furent envoyés dans des camps de prisonniers de guerre. Ce fut un coup dévastateur et le Premier ministre français démissionna immédiatement après et son remplaçant préconisa le retrait des troupes françaises. Cependant, il ne pouvait pas simplement quitter le pays et laisser les forces de Ho Chi Minh massacrer les Vietnamiens encore alliés aux Français. Ainsi, lors des accords de Genève de 1954 qui mirent fin au combat, la France accepta de retirer ses forces de toutes les colonies de l'Indochine française, accordant ainsi une véritable indépendance au Laos et au Cambodge, tout en stipulant que le Vietnam serait temporairement divisé au niveau du 17e parallèle. Le contrôle du Nord serait confié au Viet Minh en tant que République démocratique du Vietnam sous Ho Chi Minh, tandis que le Sud deviendrait l'État du Vietnam sous l'empereur Bao Dai. Les éléments communistes du Sud devraient également se déplacer vers le Nord, tandis qu'un grand nombre de personnes du Nord se sont déplacées vers le Sud à la suite d'une opération de la CIA. Les deux partis ont convenu que des élections auraient lieu pour la réunification à un moment donné dans le futur. Ce n'était pas la victoire totale dont Ho Chi Minh avait rêvé, mais au moins la moitié de son pays était désormais libre. Ho Chi Minh s'est alors concentré sur la construction de son nouveau pays dans le Nord après les accords de Genève. Et bien qu'il n'ait jamais abandonné le rêve de la réunification, il a encouragé son peuple à faire preuve de patience. Il a immédiatement lancé une campagne diplomatique pour obtenir une aide vitale de l'Union soviétique et de son ancien allié, la Chine, afin de soutenir ce pays ravagé par la guerre, qui était au bord d'une famine généralisée.
L'Union soviétique a offert son aide sous forme d'assistance et d'aide technique pour développer les infrastructures et les forces armées du pays. Le Nord-Vietnam disposait déjà d'un grand nombre de soldats aguerris et expérimentés pour former une armée, mais désormais les soviétiques aidaient à établir la force aérienne nord-vietnamienne, ainsi que la marine. Peut-être pour ne pas perdre leur influence sur Ho Chi Minh, les Chinois ont proposé d'égaler, voire de surpasser l'offre soviétique. Au sud, même avant que les Français ne commencent à se retirer, les États-Unis ont commencé à traiter directement avec le gouvernement sud-vietnamien, y compris avec le Sud-Vietnam, qui a rejoint l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est, parrainée par les États-Unis. Une alliance militaire semblable à l'OTAN en Europe, visant à empêcher la propagation du communisme. Comme au nord, le Sud s'est tourné vers son propre allié de la guerre froide pour obtenir une aide financière et militaire. Ce qui, bien que cela ait aidé à reconstruire le pays, n'a fait qu'accentuer l'aliénation entre les deux côtés du 17e parallèle et a rendu encore plus improbable la tenue d'une élection de réunification. Cela convenait aux États-Unis car ils étaient fermement convaincus que si les élections avaient lieu, alors Ho Chi Minh l'emporterait. Parce que non seulement dans le nord et le sud du Vietnam, mais aussi partout dans le monde, il était considéré comme l'homme qui avait libéré son peuple de l'oppression française. Une victoire électorale donnerait à Ho Chi Minh une revendication légitime sur l'ensemble du Vietnam, et ainsi les États-Unis perdraient le pays au profit du communisme, ce qui était à la fois pratiquement et militairement impensable pour les Américains. En 1955, un référendum a eu lieu au Sud-Vietnam pour déterminer son futur gouvernement qui a été remporté par Ngo Dinh Diem, battant Bao Dai qui a abdiqué, laissant le Sud-Vietnam devenir une république. Cela a satisfait les États-Unis qui voyaient Ngo Dinh Diem comme quelqu'un avec qui ils pouvaient collaborer et qui instaurerait un mode de vie plus démocratique pour ceux du Sud. Cependant, pour ceux qui croyaient que le Vietnam serait réunifié, Ngo Dinh Diem n'était pas le bienvenu, car même avant que le référendum n'ait lieu, il avait déclaré publiquement qu'il n'envisagerait pas l'idée d'un référendum, affirmant qu'il croyait qu'aucune élection libre ne pourrait jamais avoir lieu dans le Nord communiste. Mais Ngo Dinh Diem lui-même était tout aussi coupable de restreindre les libertés démocratiques de son propre peuple. En fait, le référendum qu'il a porté au pouvoir était lui-même truqué. À Saigon, par exemple, il a revendiqué plus de 600 000 voix, alors qu'il n'y avait que 450 000 électeurs inscrits dans la ville. Quant à la mise en place de la démocratie occidentale, il a plutôt utilisé la police et l'armée pour réprimer ses rivaux politiques, les derniers éléments du Viet Minh et les groupes religieux qui n'adhéraient pas à son catholicisme, comme les moines bouddhistes, dont beaucoup se tourneraient vers l'auto-immolation pour protester. Sans élection en vue, les milliers de combattants du Viet Minh qui s'étaient installés au nord devenaient bientôt agités, nerveux et même nostalgiques de leur foyer. Ils ont commencé à exiger que le gouvernement de Ho Chi Minh soutienne une insurrection. Mais Ho Chi Minh hésitait à s'engager dans une nouvelle guerre si peu de temps après que le Nord-Vietnam ait obtenu son indépendance. Néanmoins, il a fait face à une forte opposition au sein même de son propre parti. Jusqu'en janvier 1959, lorsque le Parti communiste nord-vietnamien a décidé de commencer à soutenir la révolution communiste dans le Sud, avec plus de 4500 Viet Minh, originaires du Sud, présents dans le Nord, qui sont retournés dans leur pays natal pour commencer la campagne. Pour les approvisionner, une série de pistes ont été tracées à travers les campagnes cambodgiennes et laotiennes afin de leur permettre de contourner les défenses du 17e parallèle, qui était officiellement une zone démilitarisée ou DMZ. Ces pistes allaient finalement devenir connues sous le nom de pistes Ho Chi Minh et, en plus des routes, comprendraient des postes de commandement, des dépôts de ravitaillement, des hôpitaux de campagne et des centres d'éducation. Le Sud-Vietnam sombrait déjà dans le chaos alors que le ressentiment envers le gouvernement de Diem et ses répressions successives s'intensifiait. Et cela offrait un terrain fertile pour le recrutement de nouveaux nationalistes pro-communistes par les révolutionnaires venus du Nord. La violence s'est rapidement installée et en l'espace d'une seule année, il y eut 1400 assassinats de fonctionnaires du gouvernement dans le Sud. Même sans l'influence du Nord, des révoltes communistes et nationalistes éclataient spontanément en opposition au gouvernement de Diem, laissant le Sud-Vietnam dans un état de guerre civile de facto. Le 20 janvier 1961, John F. Kennedy est devenu le 35e président des États-Unis et a juré d'adopter une position ferme contre la propagation du communisme. Presque immédiatement, John F. Kennedy s'est retrouvé plongé dans l'une des périodes les plus tendues de la guerre froide.
avec l'Union soviétique qui a repris les essais nucléaires atmosphériques avant de boucler Berlin-Est et de construire le mur de Berlin. Pour sa part, John F. Kennedy a autorisé la catastrophique invasion de la baie des Cochons dans une tentative de renverser Fidel Castro à Cuba et a renforcé la posture défensive des États-Unis avec de nouveaux programmes de rééquipement militaire. Alors que ces événements occupaient le devant de la scène, John F. Kennedy et son équipe étaient de plus en plus préoccupés par l'agitation et l'insurrection communiste au Sud-Vietnam. En mai 1961, John F. Kennedy a envoyé son vice-président Lyndon B. Johnson au Vietnam pour rencontrer Diem et promettre encore plus de soutien afin de restructurer l'armée de la République du Vietnam, ou l'ARVN, en une force de combat plus crédible, ainsi que du matériel militaire américain. Cela comprenait un nombre croissant de conseillers américains chargés de former l'ARVN aux tactiques américaines pour affronter le FNL, qui était appelé par le Sud et les États-Unis les Viet Cong, ou simplement VC. Plus tard dans l'année, les États-Unis ont soutenu le programme des hameaux stratégiques, qui visait à limiter la capacité des Viet Cong à recruter parmi les populations paysannes en les déplaçant de leurs terres ancestrales vers des hameaux protégés, où, en plus de la sécurité, les paysans recevraient le soutien et l'éducation du gouvernement. Ce fut un échec, et cela a aliéné un grand nombre de personnes, tandis qu'une grande partie de la destinée au programme a été détournée par des autorités sud-vietnamiennes corrompues. John F. Kennedy a également autorisé l'opération Ranch Hand, qui consistait à pulvériser des défoliants et des pesticides sur la jungle pour éliminer la végétation dense dans le but de priver le Viet Cong de couverts et de nourriture. L'opération Ranch Hand ne sera suspendue qu'en 1971. Avec l'influence croissante des forces américaines sur les opérations de la RVN a entrepris des opérations plus agressives contre le Viet Cong, ce qui a entraîné une série de batailles brutales, utilisant de plus en plus d'hélicoptères pilotés par des Américains. Les Sud-Vietnamiens ont mené des opérations de recherche et de destruction basées sur des rapports de renseignement concernant la présence du Viet Cong dans une zone spécifique. Des hélicoptères transportaient les troupes sud-vietnamiennes dans la zone devant une unité ennemie, tandis que des unités blindées les prenaient à revers, les forçant à tenir leur position et à combattre. Si le Viet Cong parvenait à s'échapper, alors les hélicoptères pouvaient transporter les troupes sud-vietnamiennes devant eux et leur tendre de nouveau une embuscade. Au début, les pilotes de l'armée américaine transportaient leurs alliés sud-vietnamiens au combat à bord de l'hélicoptère H-21C, au look plutôt disgracieux. Mais un nombre croissant de nouveaux hélicoptères, Bell UH-1, plus petits et plus rapides, commencèrent à arriver et allaient plus tard devenir l'un des symboles durables de la guerre elle-même. Ils furent surnommés UAs par leurs pilotes, après avoir été initialement désignés sous le nom de HU-1. Bien que cette désignation ait ensuite été modifiée, le nom est resté. Le UI allait se révéler facilement adaptable et pouvait remplir une grande variété de rôles, du simple transport de troupes à l'évacuation des blessés, et il serait plus tard transformé en un hélicoptère de combat volant armé de roquettes, de mitrailleuses et de lance-grenades. Il servirait même de base à l'hélicoptère de combat dédié AH-1 UI Cobra, le précurseur de l'actuel AH-64 Apache. Les premières opérations de recherche et de destruction furent assez réussies, et en plus d'infliger des pertes aux Viet Cong, elles ont également remonté le moral des Sud-Vietnamiens. Les dirigeants du Viet Cong savaient qu'ils devaient changer de tactique pour lutter contre les hélicoptères, et l'un des changements clés qu'ils ont apportés était le suivant. Au lieu d'essayer de fuir les zones d'atterrissage, ils tendaient des embuscades aux hélicoptères dès leur atterrissage, là où les troupes sud-vietnamiennes étaient regroupées et à découvert, ce qui en faisait des cibles plus faciles. Ces nouvelles tactiques ont entraîné un renversement de situation pour les Sud-Vietnamiens. Lors de la bataille d'Ap Bac, le 2 janvier 1963, les Sud-Vietnamiens allaient perdre 5 hélicoptères et avoir 8 autres hélicoptères endommagés, ainsi que 83 soldats tués lors de l'embuscade. Le moral dans le Sud commença de nouveau à chuter, et comme auparavant, la frustration se concentra sur le gouvernement corrompu de Diem. Bien qu'il croyait en l'importance de la mission américaine au Sud-Vietnam, Kennedy exprima discrètement ses inquiétudes quant à leur chance de succès final. Il aurait déclaré en 1963 « Nous n'avons aucune chance de rester au Vietnam, ces gens nous détestent ». Mais il était piégé par une élection à venir, qu'il savait qu'il perdrait s'il retirait le soutien américain, apparaissant faible aux yeux de ses ennemis politiques. Cependant, il prévoyait une réduction modérée du nombre de conseillers américains au Vietnam qui serait achevée d'ici la fin de 1965, après l'élection. Il était clair que Diem devait partir, mais il a refusé de démissionner lorsque les États-Unis ont commencé à l'écarter du pouvoir.
En octobre 1963, les États-Unis ont appris qu'un coup d'État militaire était en préparation contre lui, mené par le général Van Min. Kennedy a décidé de soutenir le coup d'État et le 1er novembre 1963, les soldats de Min ont arrêté Diem et son frère avant de les assassiner, ce qui a horrifié Kennedy. 3 semaines plus tard, Kennedy lui-même a été assassiné au Texas et Lyndon Johnson a assumé la présidence. Malgré ses propres réserves personnelles, l'une des premières choses que le président Johnson a faites concernant le Vietnam a été d'annuler la décision de Kennedy de commencer à retirer les conseillers américains du pays, qui comptaient alors environ 15 000 soldats. À la suite du coup d'État contre Diem, une junte militaire a été établie à Saïgon sous le commandement du général Van Min. Mais en moins de 3 mois, il a lui-même été renversé lors d'un autre coup d'État mené par Nguyen Can, un autre officier de la RVN. Can a vu plusieurs figures de proue du gouvernement du général Min assassinées. Et bientôt, Saïgon a été secoué par des émeutes, de la violence et de nouvelles manifestations bouddhistes. L'instabilité à Saïgon inquiétait Johnson. Mais avec les élections de 1964 qui approchaient, lui non plus ne pouvait se permettre de paraître faible en politique étrangère, et il devait donc poursuivre les efforts contre le Viet Cong et leurs partisans du Nord. Son occasion de démontrer sa détermination face aux communistes en Asie du Sud-Est est venue en août 1964. Le 2 août, le destroyer de la marine américaine USS Maddox effectuait une patrouille de renseignement électronique dans le golfe du Tonkin, au large du nord du Vietnam, interceptant des transmissions radio militaires à la suite d'un raid de commando sud-vietnamien contre une installation radar basée sur l'île de Hon Mie. 3 vedettes lance-torpilles nord-vietnamiennes, P-4, se sont approchées du Maddox, qui a réagi en tirant des coups de semonce. Les vedettes nord-vietnamiennes ont riposté avec des torpilles et des tirs de mitrailleuses, poussant le Maddox à tirer directement sur elles. Lorsque les vedettes ont été aperçues pour la première fois, une escadrille de 4 F-8 Crusader a été lancée depuis le porte-avions USS Ticonderoga, et alors que les tirs commençaient, ils ont reçu l'ordre d'attaquer des vedettes lance-torpilles. Lors de l'échange de tirs, un Crusader a été endommagé, tout comme les 3 vedettes lance-torpilles nord-vietnamiennes, avec 4 membres de leur équipage tués. Le Maddox lui-même n'a reçu qu'un seul impact de balles de mitrailleuse. Le 4 août, le Maddox, accompagné d'un second destroyer, a effectué une autre patrouille au large des côtes nord-vietnamiennes afin de démontrer que l'attaque précédente ne dissuaderait pas la marine américaine. Les navires ont détecté des vedettes lance-torpilles au radar et ont tiré sur elles, affirmant en avoir coulé 2. Cependant, il est aujourd'hui largement admis qu'aucune attaque n'a eu lieu, puisqu'aucune épave ni aucun corps n'ont jamais été retrouvés, et que les cibles radars sur lesquelles ils tiraient étaient fausses, résultat du mauvais temps à ce moment-là. Néanmoins, pour le peuple américain, la marine américaine avait été attaquée 2 fois et Johnson devait réagir avec force. Le 10 août, alors même que les détails de ce qui s'était passé lors des 2 incidents étaient encore en train d'être diffusés, le Congrès américain a adopté la résolution du golfe du Tonkin autorisant Johnson à prendre des mesures militaires contre le Nord-Vietnam et le Viet Cong. Johnson n'a pas perdu de temps pour déployer des troupes supplémentaires au Sud-Vietnam, leur nombre atteignant 23 000 à la fin de l'année sous le commandement du général William Westmoreland. Des avions de combat supplémentaires furent alors déployés, y compris plusieurs bombardiers B-57 Canberra à la base aérienne de Ben Hoa. Le 1er novembre, ces bombardiers furent la cible d'une attaque au mortier du Viet Cong, qui en détruisit 5 et en endommagea 13 autres, faisant 4 morts parmi les aviateurs. 2 jours plus tard, le 3 novembre, Johnson remporta une victoire écrasante lors de l'élection de 1964, tandis que les sondages montraient qu'environ la moitié de la population soutenait son action militaire au Vietnam. Alors que le soutien américain au Sud s'intensifiait, des plans furent élaborés pour une campagne aérienne soutenue contre le Nord. La campagne aérienne était conçue pour démontrer que les États-Unis avaient un contrôle total de l'espace aérien et pouvaient attaquer n'importe où et à tout moment. On espérait qu'en le démontrant, le peuple nord-vietnamien perdrait d'abord confiance dans le gouvernement de Ho Chi Minh, puis la volonté de poursuivre la guerre. Cela visait également à améliorer le moral dans le sud et à décourager le soutien aux Vietcomite des 2 côtés de la zone démilitarisée. Des frappes aériennes ont également été ordonnées contre la piste Ho Chi Minh au Laos et ses points d'arrivée au Sud-Vietnam, mais pas au Cambodge, qui était officiellement neutre. Les dirigeants de l'US Air Force et de l'US Navy avaient une stratégie militaire claire en tête pour combattre le Nord. Cependant, ils ont constaté que la Maison-Blanche avait l'intention de les maintenir sous un contrôle très strict. Chaque cible devait être spécifiquement autorisée par la Maison-Blanche avant de pouvoir être attaquée.
et les pilotes étaient obligés d'agir selon des règles d'engagement extrêmement strictes. La raison invoquée par la Maison-Blanche pour ces restrictions était qu'elle était parfaitement consciente de la présence de milliers de conseillers chinois et soviétiques qui formaient les Nord-Vietnamiens à utiliser leur équipement contre les Américains. Cela comprenait des chasseurs MiG et les nouveaux systèmes mortels de missiles sol-air connus sous le nom de SAM. Johnson et son équipe craignaient que si ces conseillers soviétiques étaient tués par des bombes américaines, cela n'élargirait le conflit avec une implication directe de l'Union soviétique et pourrait même conduire à une confrontation mondiale. Cela signifiait que les pilotes américains avaient l'interdiction d'attaquer des bases de MiG ou les sites de SAM. Quant aux cibles sélectionnées, elles étaient souvent de valeur discutable, et les cibles situées dans et autour de Hanoï, ainsi que dans la ville portuaire de Haiphong, étaient strictement interdites. Selon l'historien de l'US Air Force Earl Tilford, je cite, la sélection des cibles n'avait que peu de rapport avec la réalité, car la séquence des attaques était non coordonnée et les tactiques étaient approuvées de manière aléatoire, voire illogique. L'opération Rolling Thunder a été officiellement autorisée en février 65, avec la première attaque ayant eu lieu le 2 mars, lorsque 100 avions de l'US Air Force et de l'armée de l'air vietnamienne ont attaqué une base de munitions à Dong Bang. Les bases de MiG ayant été épargnées, cela signifiait que l'armée de l'air nord-vietnamienne était libre d'attaquer les formations américaines à volonté. L'armée de l'air nord-vietnamienne était principalement équipée du MiG-17 Fresco primitif, construit par les soviétiques et armé de canons. Mais elle recevait également un nombre croissant de MiG-21 Fishbed plus avancés, capables d'emporter 2 missiles RR à courte portée. En revanche, les États-Unis pouvaient déployer le très avancé F-4 Phantom II, qui était utilisé à la fois par l'US Air Force et la marine américaine. Il pouvait emporter 8 missiles RR, dont 4 pouvaient être tirés sur des cibles au-delà de la portée visuelle du pilote, guidé par son radar sophistiqué embarqué. Sur le papier, le F-4 aurait dû être capable de décimer les MiG. Cependant, les règles d'engagement de la Maison-Blanche exigeaient que les pilotes américains identifient visuellement tout appareil qu'ils comptaient attaquer, ce qui annulait complètement l'avantage de ces missiles longue portée, au cas où les appareils seraient chinois, soviétiques ou civils. À de si courtes distances, des combats rapprochés éclataient entre les avions américains et les MiG, mais le F-4 était nettement désavantagé, étant plus lourd et moins maniable que les petits MiG. Un problème encore plus important, les pilotes américains avaient reçu peu d'entraînement aux tactiques de combat rapprochés, se concentrant plutôt sur l'utilisation de leurs missiles. Mais les missiles eux-mêmes n'étaient pas toujours fiables. Les Nord-Vietnamiens utilisaient souvent leurs canons et infligeaient des pertes aux Américains qui, sur certaines versions du Phantom, n'avaient même pas de canon à leur disposition. Cela a forcé une révision majeure des doctrines d'entraînement américaines et pour la marine américaine, les expériences douloureuses vécues au Vietnam à cette époque ont conduit à la création de la désormais légendaire école Top Gun. Les Vietnamiens avaient cependant leurs propres problèmes de formation, à savoir qu'ils n'avaient tout simplement pas assez de pilotes qualifiés pour combattre les Américains. Des recherches menées au XXIe siècle ont révélé que pour pallier le manque de pilotes disponibles, certains pilotes nord-coréens se sont portés volontaires pour voler avec l'armée de l'air nord-vietnamienne dans le cadre d'un accord secret entre les deux pays. Les Nord-Coréens voulaient que le conflit au Vietnam détourne l'attention des États-Unis de la péninsule coréenne. Et c'est ainsi que certains des meilleurs pilotes du pays ont été envoyés, dont 14 sont désormais répertoriés comme morts au combat. Mais les MiG n'étaient qu'une partie de la menace pour les pilotes américains. L'arme la plus redoutée était de loin les missiles sol-air fournis par les soviétiques, comme le SA-2 Guideline, qui possédait une grosse ogive, et il n'était pas rare qu'un seul missile sol-air détruise 2 voire 3 avions volant en formation serrée. La seule défense au début était que les avions américains plongent vers le missile sol-air et essaient de le déjouer par des manœuvres. Cependant, cela perturbait la cohésion des forces d'attaque, et la diminution d'altitude due à la manœuvre les mettait parfois à portée des canons anti-aériens nord-vietnamiens. Plus tard dans la guerre, des avions spécialisés dans le brouillage furent développés pour perturber les radars guidant les missiles. Avec toutes ces restrictions, les pilotes américains devinrent rapidement désabusés par leur mission dans le cadre de Rolling Thunder, la rebaptisant Rolling Blunder. Ils comparaient souvent l'opération à mener une guerre avec une main attachée dans le dos. Pour les planificateurs à la Maison-Blanche, leurs prévisions trop optimistes concernant l'effondrement du gouvernement de Ho Chi Minh furent rapidement dépassées, ce qui les amena à prolonger l'opération au-delà des 8 semaines initialement prévues, et elle serait repoussée encore et encore, passant à des mois puis finalement à des années. Pour contrer les raids américains, le Viet Cong lança une campagne d'attaque contre les bases aériennes au Sud-Vietnam, comme il l'avait fait contre Bien Hoa.
Ces attaques poussèrent le général Westmoreland à demander des troupes supplémentaires pour les protéger, et le président Johnson autorisa ainsi une nouvelle expansion des forces terrestres au Sud-Vietnam. Pendant ce temps, les pilotes américains poursuivaient leur campagne, menant leurs attaques avec un courage extraordinaire compte tenu des problèmes de planification. Au final, 643 000 tonnes de bombes furent larguées, mais au prix de près de 900 avions américains perdus. Un chiffre véritablement stupéfiant. L'un des pilotes notables impliqués dans Rolling Thunder était le futur candidat républicain à la présidence, John McCain. Il pilotait un A-4 Skyhawk de la marine américaine le 26 octobre 1967. Il a été abattu par un missile sol-air et a passé 6 ans comme prisonnier de guerre. Au Sud-Vietnam, le général Westmoreland a adopté la tactique générale de submerger le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne, qui descendait maintenant vers le sud pour rejoindre l'insurrection avec des effectifs supérieurs et, surtout, une puissance de feu supérieure. Les Français avaient prouvé l'efficacité de l'artillerie contre eux, et la RVN avait connu des succès lors des premières opérations de recherche et destruction en utilisant des hélicoptères pour encercler les formations ennemies. Westmoreland voyait à la fois les avantages et les limites des opérations héliportées et conçut rapidement des contre-mesures face aux nouvelles tactiques que le Viet Cong utilisait contre les zones d'atterrissage. Comme il n'y avait qu'un nombre limité de zones d'atterrissage naturelles pour les hélicoptères, il était facile pour le Viet Cong de prévoir où les troupes américaines allaient débarquer et de tendre des embuscades, comme il l'avait fait avec beaucoup d'efficacité à Ap Bac. Pour contrer cela, les zones autour des points d'atterrissage étaient soumises à de puissantes frappes d'artillerie et aérienne afin de retenir le Viet Cong qui attendait en embuscade, tandis que les hélicoptères se posaient et débarquaient les troupes. Plus tard, les États-Unis utiliseraient des explosifs très puissants, comme le BLU-82, que les soldats surnommaient le Daisy Cutter, pour détruire de vastes zones de jungle et créer une zone d'atterrissage. Tous les atterrissages devaient être effectués à grande vitesse, les hélicoptères ne touchant le sol que quelques secondes avant de redécoller. Les troupes américaines étaient entraînées à se disperser aussi rapidement que possible une fois au sol, afin que les tirs de mortier ou de mitrailleuses ne puissent pas tuer de nombreux soldats américains en une seule frappe. Les États-Unis ont commencé leur propre mission de recherche et de destruction à grande échelle et ont largement utilisé des chars, des hélicoptères, de l'artillerie et la puissance aérienne. Les troupes américaines furent également rejointes par des contingents australiens, néo-zélandais et sud-coréens, bien que l'espoir de voir des troupes britanniques déployées prochainement ait été anéanti par Londres. Westmoreland expliqua à Washington et à ses hommes que l'objectif serait de tuer plus de Viet Cong qu'ils ne pouvaient en remplacer, tandis que les frappes aériennes dans le nord devaient théoriquement amener Ho Chi Minh à la table des négociations. Les communistes seraient donc forcés d'abandonner leur objectif de conquérir le sud. Cependant, pour détruire un tel nombre d'ennemis, il faudrait les engager dans de grandes batailles rangées où ils pourraient être submergés et anéantis. C'était quelque chose que les Viet Cong ne leur permettraient pas de faire. Le général nord-vietnamien Giap avait conçu 4 points clés pour combattre les Américains et les Sud-Vietnamiens. Si l'ennemi avance, nous nous retirons. Si l'ennemi s'arrête, nous le harcelons. S'il évite la bataille, nous attaquons. Si l'ennemi se retire, nous attaquons. En suivant ces principes de base, les Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne ont toujours réussi à éviter d'être entraînés dans le type de bataille que souhaitait Westmoreland. Au lieu de cela, ils pouvaient toujours dicter quand et où la bataille commencerait et quand elle se terminerait. C'était extrêmement frustrant pour les commandants américains. Les troupes américaines en sont vite venues à appeler les guérilleros ennemis Charlie, ce qui vient de l'alphabet phonétique de l'OTAN pour VC, Victor, Charlie, le mot Victor ayant finalement été abandonné pour des raisons de commodité. Avec les troupes américaines désormais engagées dans la guerre terrestre pour le Sud-Vietnam, la question de la durée du service d'un soldat a été tranchée. 12 mois pour l'armée américaine et 6 mois pour les Marines, qui bénéficiaient ensuite d'une pause avant de revenir pour 6 mois supplémentaires. Cependant, les deux branches disposaient de programmes d'incitation conçus pour encourager les soldats expérimentés à prolonger leur séjour afin de transmettre leur expérience aux nouveaux arrivants des États-Unis. Les combats au Vietnam étaient différents de la plupart des autres conflits dans lesquels les États-Unis s'étaient retrouvés impliqués. Il n'y avait pas de véritable ligne de front et par conséquent aucune véritable zone de sécurité à l'arrière. À la place, il y avait ce que les États-Unis appelaient la guerre aérienne, ce qui signifiait que certaines parties du pays étaient disputées, généralement autour de cibles stratégiquement importantes comme Saïgon. Dans le sud du pays, le Viet Cong était le plus présent, tandis que dans les hauts plateaux du centre et près de la zone démilitarisée, l'armée nord-vietnamienne était de plus en plus active, combattant souvent aux côtés des Viet Cong locaux, et tous étaient approvisionnés par la piste Ho Chi Minh.
En termes d'équipement, la guerre terrestre au Vietnam était un affrontement entre deux fusils emblématiques. Les Nord-Vietnamiens faisaient un usage intensif du fusil d'assaut AK-47, qui a été conçu en Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale et inspiré d'un fusil allemand appelé le STG-44. L'AK-47 est l'une des armes les plus prolifiques et les plus réussies de l'histoire, ayant été fabriquée à des millions d'exemplaires non seulement en Union soviétique, mais aussi dans de nombreux autres pays, et continue d'être utilisée partout dans le monde, près de 75 ans plus tard. L'image typique du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne incluait invariablement ses membres portant cette arme reconnaissable. L'AK-47 tirait une cartouche de 7,62 mm avec une portée approximative de 350 mètres et avait une cadence de tir de 600 coups par minute. C'était une arme relativement lourde, mais la clé de son succès résidait dans sa fiabilité, même dans l'environnement difficile de la jungle de la campagne vietnamienne où elle était régulièrement exposée à la boue et à la pluie. Lorsque les troupes américaines sont arrivées pour la première fois au Vietnam, elles étaient équipées du fusil de combat M14, qui avait remplacé le fusil M1 Garand de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Il tirait une cartouche de taille similaire, de 7,62 mm, mais était plus lourd que l'AK-47, bien qu'il offrait une plus grande précision à longue distance. Cependant, les forces américaines allaient bientôt s'équiper d'une nouvelle arme qui deviendrait tout aussi emblématique que l'AK-47. Le M16 était plus léger que le M14 ou l'AK-47, ce qui poussait certains soldats plus âgés à le comparer à une carabine à plomb. Et bien qu'il tirait une cartouche plus petite de 5,56 mm, il avait une cadence de tir et une précision supérieures. Lorsque la production du M14 semblait ne pas pouvoir répondre à la demande des forces américaines, le secrétaire à la défense des États-Unis, Robert McNamara, a ordonné l'arrêt de toute nouvelle commande et s'est concentré sur la production du M16. L'introduction de cette arme dans les combats au Vietnam n'a pas été un succès retentissant. Contrairement à l'AK-47, le M16 a souffert de problèmes de fiabilité chronique lors des combats dans la jungle. Des incidents de tir survenaient parfois après seulement 1000 coups tirés, poussant certaines unités à abandonner la nouvelle arme et à remettre en service leur M14 en réserve. Au combat, il n'était pas rare que les troupes américaines ramassent des AK-47 sur les soldats ennemis morts. Un programme d'urgence a été lancé pour résoudre les problèmes de fiabilité, ce qui a abouti au modèle M16A1 et les soldats américains ont enfin eu confiance dans la nouvelle arme. En 1969, le M16A1 avait remplacé le M14 comme arme standard des forces américaines et vietnamiennes. Au fil des mois, le nombre de soldats américains a augmenté, atteignant 385 000 à la fin de 1966, grâce à un afflux de soldats appelés sous les drapeaux pour aller combattre dans cette guerre. Mais à mesure que le nombre de soldats augmentait, les pertes aussi. Rien qu'en 1966, les États-Unis ont subi plus de 6 000 morts. Et tandis que les estimations placent le nombre de morts du Viet Cong à plus de 61 000, leur nombre total avait en réalité augmenté. Et une grande partie de cette hausse de volontaires était due en partie aux Américains eux-mêmes et à leur utilisation de l'artillerie et des frappes aériennes à travers le pays. Comme Joseph Galloway, un journaliste primé de l'UPI pendant le conflit, l'a expliqué dans un documentaire de 1995, je cite « Vous avez un paysan, et il paie des impôts aux deux camps, et il fait de son mieux pour s'en sortir. Et vous arrivez dans votre hélicoptère, vous mitraillez sa région et vous tuez son buffle d'eau. Là, ça le met en colère. Vous venez de toucher à son gagne-pain. Comment va-t-il cultiver sans son tracteur, qui est son buffle d'eau? Vous arrivez avec l'armée de l'air et vous larguez une bombe dans sa cheminée, tuant sa femme et ses enfants. Vous venez de en faire un Viet Cong. » Le général Westmoreland a été forcé d'admettre que son calendrier pour remporter la victoire n'était plus tenable depuis longtemps, car les communistes refusaient de l'affronter en bataille ouverte comme ils l'espéraient. Pire encore, leur utilisation de tunnels complexes, de pièges, de mortiers et de snipers infligeait de lourdes pertes aux troupes américaines, dont le moral, en particulier parmi ceux qui avaient été enrôlés de force pour servir au Vietnam, commençait à chuter. Après avoir expliqué cela lors d'une réunion avec le secrétaire à la défense Robert McNamara en 1967, McNamara a suggéré à Johnson que, à court terme, il fallait encore plus de troupes, tandis qu'un plan à long terme devait être mis en place pour former les Sud-Vietnamiens à assumer une plus grande part des combats, permettant ainsi aux États-Unis de se retirer à terme de la guerre. Johnson a accepté et le nombre de soldats américains a de nouveau augmenté, atteignant finalement un pic de 500 000 en 1968. Il serait facile de suggérer que les États-Unis échouaient, mais en réalité, ils avaient remporté plusieurs victoires importantes à travers le Sud-Vietnam contre les communistes.
Tandis que les communistes continuaient leur politique consistant à éviter la bataille ouverte, préférant une guerre rapide basée sur des embuscades. Les forces américaines et sud-vietnamiennes réussirent à détruire ou capturer d'énormes quantités de ravitaillement, perturbant la structure de commandement communiste et détruisant des bases d'opération, en particulier dans ce qu'on appelait le triangle de fer près de Saïgon. Lors d'une opération baptisée Opération Junction City, 240 hélicoptères, accompagnés de parachutistes et de centaines de véhicules blindés, la plus grande opération aéroportée depuis la Seconde Guerre mondiale, ont tué plus de 2700 Viet Cong au prix de la mort de 282 Américains. Le problème était, bien sûr, que ces chiffres représentaient une goutte d'eau dans l'océan en ce qui concerne la défaite des Viet Cong, dont le nombre total était estimé à plus d'250 000 à cette époque. Cela exclut l'armée nord-vietnamienne. Mais tandis que Johnson, McNamara et Westmoreland étaient satisfaits de jouer sur le long terme, le peuple américain devenait de plus en plus impatient à mesure que de plus en plus de leurs fils rentraient chez eux dans des sacs mortuaires. L'Amérique des années 1960 traversait des changements culturels radicaux. L'image guindée et conservatrice des années 1950 laissait rapidement place au libéralisme et à une réévaluation de ce que signifiait être américain. Les adolescents profitaient particulièrement de nouvelles libertés, de nouveaux divertissements et de nouvelles idées, tandis que le mouvement des droits civiques commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est dans ce contexte d'une Amérique en pleine mutation que les gens ont commencé à remettre en question les politiques américaines plus qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Lorsque les États-Unis ont lancé leur campagne de bombardement contre le Nord, un certain nombre d'étudiants américains, principalement ceux de tendance de gauche, ont commencé à manifester sur les campus universitaires. Ces premières manifestations ont été largement ignorées par le grand public qui, en 1965, soutenait encore l'intervention militaire au Vietnam. Mais au fil des années, le nombre de voix dissidentes allait croître et inclure des personnes de tous horizons. Cela a été quelque peu un choc pour le gouvernement de Johnson et les dirigeants militaires qui par le passé bénéficiaient d'un large soutien patriotique pour la défense des intérêts américains à l'étranger. L'un des plus grands facteurs de ce changement de ton a été la couverture médiatique généralisée du conflit à la télévision. Pour la première fois, les gens terminaient leur journée de travail ou d'études, rentraient chez eux pour dîner et s'asseyaient devant la télévision pour regarder les informations qui diffusaient des images des horreurs de ce qui se passait au Vietnam directement dans les salons américains. Il était presque impossible d'échapper aux journaux télévisés et par conséquent, il était presque impossible de ne pas se forger une opinion. Les marches de protestation prenaient de plus en plus d'ampleur jusqu'à ce qu'en octobre 67, quelques 100 000 manifestants se sont rassemblés au Lincoln Memorial à Washington. Parmi ce groupe, environ 30 000 ont ensuite marché vers le Pentagone plus tard dans la nuit, ce qui a entraîné une confrontation brutale avec les soldats et les marshals américains protégeant le bâtiment. Des centaines de manifestants ont été arrêtés et beaucoup d'autres blessés, ce qui n'a fait qu'alimenter davantage le ressentiment envers la guerre. Au même moment, le mouvement anti-guerre a soulevé des questions raciales dans la société américaine, en particulier concernant la conscription des hommes noirs pour servir dans les forces armées. Certains étaient en colère que la société n'offrait pas aux communautés noires d'Amérique les mêmes opportunités que celles dont bénéficiaient les Américains blancs. De ce fait, ils avaient moins de moyens d'échapper à la conscription. D'autres membres du mouvement des droits civiques ont souligné que le gouvernement américain voulait que les hommes noirs aillent à l'autre bout du monde pour se battre pour les droits du peuple d'un autre pays, alors que leurs propres droits en Amérique étaient encore restreints. Sans aucun doute, le cas le plus célèbre d'opposition pour ces raisons fut celui du boxeur Mohamed Ali, qui perdit sa licence de boxe et fut menacé d'emprisonnement lorsqu'il refusa le service militaire, en 1967. Martin Luther King est devenu un allié puissant du mouvement anti-guerre lorsqu'il a exprimé ouvertement son opposition pour des raisons morales, condamnant le détournement par la guerre de fonds fédéraux destinés aux programmes nationaux, ainsi que le nombre disproportionné de victimes afro-américaines par rapport au nombre total de soldats tués pendant la guerre. Néanmoins, il y avait encore une forte majorité qui soutenait la guerre en 1968 et la confiance en une victoire finale restait élevée. Cependant, la résilience américaine à tous les niveaux allait être mise à l'épreuve plus que jamais auparavant. Avec l'échec de Rolling Thunder à atteindre son objectif de forcer les Nord-Vietnamiens à négocier, les combats au Sud-Vietnam se sont enlisés dans une impasse brutale, composée principalement d'affrontements régionaux menés principalement par le Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. En utilisant la piste Ho Chi Minh pour contourner les défenses américaines et sud-vietnamiennes près de la zone démilitarisée,
Les Américains ont pu poursuivre agressivement leur ennemi au Sud-Vietnam, mais leur ennemi s'est révélé être un adversaire des plus insaisissables, capable de disparaître efficacement dans l'épaisse jungle. En juillet 1967, la direction nord-vietnamienne estimait que le moment était venu pour un affrontement majeur avec le Sud et leurs alliés américains. Reconnaissant la situation politique turbulente à Saïgon, le Sud-Vietnam, ayant connu 3 autres changements de direction en 2 ans, et le mécontentement croissant face à la guerre aux États-Unis. Il supposait que si suffisamment de pression était exercée sur les Américains, ils ne seraient plus en mesure de maintenir l'effort de guerre, du moins à son niveau actuel, sans de graves répercussions politiques pour le parti démocrate du président Johnson. Avec le soutien américain vacillant, le gouvernement en difficulté à Saïgon s'effondrerait, laissant le pays incapable de rassembler une défense et finirait par tomber. Jusqu'à 85 000 hommes furent préparés pour la grande offensive. Pour attirer le Sud dans un faux sentiment de sécurité, en octobre 1967, le Nord annonça qu'il observerait une trêve de 7 jours, commençant le 27 janvier 1968 et se terminant le 3 février, afin de célébrer le Nouvel An vietnamien connu sous le nom de Tet. En réalité, c'est au milieu de cette fête que les communistes allaient frapper. Mais dans les jours précédant le cessez-le-feu, ni les services de renseignement américains, ni ceux du Sud-Vietnam n'avaient la moindre idée de ce qui se préparait. À cet égard, après la proclamation de la trêve, un grand nombre de soldats sud-vietnamiens ont été autorisés à partir en permission, ce qui signifie qu'ils étaient loin de leurs unités lorsque l'attaque a finalement eu lieu. Peu après minuit, le 30 janvier 1968, le quartier général américain à Nha Trang a été frappé par des tirs de mortier et de roquettes. 7 autres bases ont été touchées coup sur coup, mais dans ces premières heures, l'ampleur de ce qui se passait n'était pas claire pour les Américains. 24 heures plus tard, l'attaque principale a eu lieu et parmi les villes durement touchées se trouvait Saïgon elle-même. Les aérodromes du Sud-Vietnam ont reçu une attention particulière en raison de l'efficacité de la puissance aérienne américaine. Dans certains cas, des avions américains décollaient et bombardaient les forces de l'ANV et du Viet Cong juste à l'extérieur, voire à l'intérieur même du périmètre de ces aérodromes. À Saïgon, le Viet Cong avait 6 cibles principales à capturer, à savoir les quartiers généraux de l'ARVN et de la Marine, la base aérienne de Tan Son Nhut, le palais de l'Indépendance, l'ambassade des États-Unis et la station de radio nationale. Le Viet Cong prévoyait de capturer un certain nombre de chars sud-vietnamiens qu'il pensait être basés au quartier général des forces blindées de l'armée, mais ces chars avaient été déplacés 2 mois plus tôt. À la station de radio nationale, les assaillants ont tenté de diffuser un enregistrement de Ho Chi Minh appelant la population de la ville à se soulever en soutien aux communistes. Cependant, ils ont échoué et sont morts en détruisant le bâtiment autour d'eux plutôt que d'être capturés. Une équipe de 19 hommes a tenté de s'emparer de l'ambassade des États-Unis, mais a été maîtrisée. Alors que les défenseurs de la ville commençaient à reprendre le contrôle, les Viet Cong se sont dispersés et ont attaqué plusieurs domiciles de responsables gouvernementaux et de membres du personnel militaire figurant sur une liste noire. Le matin du 1er février, le chef de la police nationale a exécuté publiquement un officier du Viet Cong capturé en civil. L'image ayant été immortalisée par le photographe Edward T. Adams et un autre caméraman. Cette image remportera le prix Pulitzer 1969 pour la photographie d'actualité. Le Viet Cong a également commis une série d'atrocités contre des civils qu'il considérait comme irrécupérables à la cause communiste ou restés loyaux au gouvernement de Saïgon. Cela comprenait le massacre de civils et de soldats sud-vietnamiens, jusqu'à 6000 victimes pendant la bataille de Hue. Quelques jours avant la déclaration de la trêve du Tet, une garnison de Marines américains basée à Khe Sanh près de la frontière du Laos a été soumise à un barrage d'artillerie. Ce barrage a marqué le début du siège de Khe Sanh, une bataille de 77 jours qui fut l'un des affrontements les plus longs et les plus sanglants de tout le conflit. Pour l'armée populaire vietnamienne et le Viet Cong, le siège a ravivé les souvenirs de leur triomphe contre les Français et des rêves de remporter un succès similaire contre les Américains. Contrairement aux Français en 1954, les États-Unis disposaient d'une puissance de feu impressionnante pour repousser les attaques contre la base, y compris l'utilisation de bombardiers stratégiques B-52 pour raser d'immenses zones de jungle et d'avions de combat comme l'AC-47. À mesure que le siège se prolongeait, les bombardements intenses faisaient ressembler certaines parties du paysage environnant à la surface de la Lune, la végétation ayant été anéantie et le sol jonché de cratères. De retour à Washington, une maquette de la base a été construite pour informer le président Johnson de la situation. En avril, une opération conjointe de l'armée américaine, des Marines et de l'ARVN, baptisée Opération Pégase, s'est frayé un chemin jusqu'à la garnison, libérant les Marines sur place et mettant fin au siège. Cependant, ce qui aurait dû être une raison de se réjouir a été accueilli par des critiques de la part du public américain et de leurs hommes politiques,
qui ont remis en question la sagesse de choisir de défendre la base plutôt que de simplement retirer les Marines du danger. Alors que les combats se poursuivaient à la suite de l'offensive du Tet, une tragédie allait survenir, causant des dommages considérables au prestige des États-Unis et à l'opinion mondiale. Lorsque les troupes américaines de la 23e division d'infanterie ont commis le massacre de civils non armés dans le district de Son Tin au Sud-Vietnam le 16 mars 1968. Jusqu'à 504 personnes non armées ont été assassinées, y compris des hommes, des femmes, des enfants et dans certains cas même des nourrissons. Tandis que des filles âgées d'à peine 12 ans ont été violées en groupe avant d'être abattues dans et autour du village de My Lai, tout cela par des soldats américains. 26 soldats ont été inculpés d'infractions pénales, mais seul le lieutenant William Calley Jr. a été reconnu coupable d'avoir tué 22 villageois. Il avait initialement été condamné à la prison à vie, mais n'a purgé que 3 ans et demi en résidence surveillée. Ce n'est qu'en novembre 1969 que l'histoire a été rendue publique, ce qui n'a fait qu'alimenter le sentiment anti-guerre aux États-Unis face à l'atrocité commise par l'armée. En fin de compte, l'offensive du Tet a été un échec pour les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong. En quittant leur cache, ils ont simplement été submergés par la puissance de feu supérieure des Américains. Et ils sont donc retournés à leur style de guerre de guérilla dans les campagnes. Cependant, ironie du sort, l'offensive du Tet allait offrir aux communistes leur plus grande victoire politique. L'augmentation spectaculaire des pertes américaines pendant l'offensive a finalement commencé à entamer la détermination du peuple américain à poursuivre la guerre. Cela a été démontré lors des primaires du New Hampshire, lorsque 42% des voix démocrates sont allées à Eugene McCarthy, qui faisait campagne sur la promesse de retirer les troupes américaines du Vietnam. Johnson ne l'a battu que de justesse, obtenant 49%. Mais il était clair que les choses devaient changer. Le gouvernement de Johnson envisageait déjà de rencontrer les Nord-Vietnamiens lors de pourparlers de paix. Et, en signe d'encouragement, il leur donna d'abord une réduction de l'opération Rolling Thunder, puis finit par ordonner sa suspension, ce qui mit fin au bombardement contre le Nord-Vietnam. Le 31 mars 1968, il s'est adressé au public concernant les mesures futures pour limiter l'implication américaine dans la guerre du Vietnam. Au cours de son discours, il déclara « Je ne chercherai pas et je n'accepterai pas la nomination de mon parti pour un autre mandat à la présidence. » L'opinion publique américaine en faveur de la guerre était tombée à seulement 26%, avec environ 30 000 Américains morts au Vietnam entre 1961 et 1968. Et Johnson serait contraint d'assumer la responsabilité alors que les élections de 1968 approchaient. Les démocrates furent vaincus, et à la Maison-Blanche entra le républicain Richard M. Nixon, laissant Johnson se retirer avec l'image de l'homme qui avait mené l'Amérique dans sa guerre la plus désastreuse à ce jour, en ignorant le fait qu'il avait hérité de la situation au Vietnam de Kennedy, qui restait une figure très aimée aux États-Unis. Nixon avait fait campagne en promettant de retirer 1,5 million de soldats, aviateurs et marins américains du Vietnam d'une manière ou d'une autre. Mais il confiait secrètement à ses collègues que selon lui, la guerre ne pouvait pas être gagnée, du moins sur le plan militaire. Il croyait cependant qu'il pourrait convaincre les Nord-Vietnamiens de demander la paix s'il projetait l'image d'un homme imprévisible et instable. Ce qu'il appelait la théorie du fou et qui était exactement l'opposé de l'image plutôt tiède que le monde avait de Johnson. Peu importe la façon dont les Nord-Vietnamiens voyaient Nixon, il était déterminé à commencer à réduire les forces américaines au Vietnam. Mais il tenait aussi à le faire d'une manière qui ne donne pas l'impression d'une défaite américaine. Il a poursuivi des efforts de négociation avec les Nord-Vietnamiens à Paris, mais a insisté pour qu'ils incluent le gouvernement sud-vietnamien que Hanoï a d'abord refusé de reconnaître. La détermination des Nord-Vietnamiens ne fit que se renforcer lorsque, le 2 septembre 1969, leur grand dirigeant, Ho Chi Minh, mourut après des années de santé déclinante. Ils voulaient désormais la victoire afin d'honorer celui qu'ils considéraient comme leur libérateur. En même temps qu'ils poursuivaient les pourparlers de paix, Nixon a lancé une politique de vietnamisation concernant les opérations de combat, dans laquelle plus de formations et d'équipements seraient fournis à l'ARVN afin de leur permettre de commencer à remplacer les premières unités américaines rapatriées en 1969. À la tête de cette force américaine de plus en plus réduite se trouvait le général Creighton Abrams, qui a remplacé Westmoreland en juin 1968.
À cette époque, Westmoreland était à plusieurs reprises en désaccord avec l'administration Johnson, car il réclamait l'élargissement des opérations terrestres au Cambodge et au Laos afin de fermer définitivement la piste Ho Chi Minh et d'étouffer les forces communistes dans le sud. Dans l'une des révélations les plus choquantes qui ont émergé plus tard, on a découvert qu'il avait ordonné que des préparatifs soient faits pour que des armes nucléaires soient prêtes en tant que plan de secours dans le cadre de l'opération Fractured Joe. C'est quelque chose que la Maison-Blanche a immédiatement arrêté dès qu'elle en a eu connaissance. Johnson ne voulait pas étendre la guerre, mais Nixon, lui, était plus que disposé à le faire. En mars 1969, à la suite d'une nouvelle offensive communiste, Nixon a ordonné au B-52 de l'USAF de lancer une campagne contre la piste Ho Chi Minh au Cambodge, mais de manière controversée, sans l'autorisation du Congrès ni même celle du Cambodge. Les journaux de vol ont même été modifiés pour dissimuler les missions des équipages de bombardiers. Un an plus tard, les troupes américaines et sud-vietnamiennes sont finalement passées à l'offensive contre les positions du Viet Cong et de l'armée nord-vietnamienne au Cambodge. Un coup d'État soutenu par la CIA au Cambodge a vu les troupes cambodgiennes enfin affronter les troupes communistes dans leur pays après des années à fermer les yeux. Tout cela a élargi le champ de la guerre, mais ce faisant, cela a encore plus exaspéré le mouvement anti-guerre dans le pays, ce qui a conduit à des violences lors de manifestations, notamment sur les campus universitaires américains. Lors d'une manifestation à Kent State University dans l'Ohio, le 4 mai 1970, la violence a éclaté entre les manifestants et les membres de la garde nationale, ce qui a entraîné la mort par balle de 4 manifestants. Pour beaucoup de ceux qui avaient terminé leur première mission, le rêve de rentrer chez eux s'est souvent transformé en cauchemar lorsqu'ils ont découvert l'accueil hostile qui les attendait, comme se faire cracher dessus par des manifestants dans les aéroports. Dans de nombreux cas, cela a poussé certains de ces hommes à se porter volontaires pour une seconde mission. En 2020, Clyde Moore, un homme du Mississippi qui a effectué 3 missions au Vietnam avec l'armée de l'air, a expliqué ce sentiment lors d'une interview, en disant « Tu vas penser que je suis fou quand je vais te dire ça. Je me sentais plus à l'aise là-bas, parce qu'on savait ce qui se passait, et on était vraiment soudés là-bas. C'était un autre monde. » Les troubles aux États-Unis se sont répercutés jusque dans les forces américaines, qui ne faisaient pas partie du retrait initial. Des divisions profondes liées à la race, à la classe sociale et même aux origines religieuses sont toutes remontées à la surface, laissant de nombreuses unités américaines sans cohésion militaire et dans de nombreux cas sans discipline militaire de base. Entre 1969 et 1971, il y a eu un nombre stupéfiant de 700 agressions enregistrées contre des officiers par des soldats, et au moins 83 ont entraîné la mort de l'officier. La situation a été aggravée par la consommation généralisée de drogue parmi les troupes et par le fait que les opérations de combat américaines devenaient de plus en plus défensives. Entre 1970 et 1971, 4 fois plus de soldats ont été soignés pour les effets de la consommation de drogue que pour des combats avec l'ennemi. Avec le retrait progressif d'un nombre croissant de troupes américaines, l'ambiance générale était que personne ne voulait être le dernier homme à mourir au Vietnam. Pour les forces armées sud-vietnamiennes, la vietnamisation des combats a vu leurs effectifs augmenter de façon spectaculaire grâce à un investissement accru des Américains dans les armes et la formation, ainsi qu'à une conscription massive pour remplir leurs rangs. À un moment donné, l'armée de l'air sud-vietnamienne possédait un inventaire d'appareils qui en faisait la 4e plus grande du monde, bien qu'il s'agisse principalement d'appareils légers d'attaque au sol et de quelques avions à réaction supersonique comme le Northrop F-5 Freedom Fighter. Il était temps de mettre à l'épreuve l'ARVN rajeuni et la politique de vietnamisation elle-même. Le 8 février 1971, ils ont lancé l'opération Lam-Son 719, au cours de laquelle 20 000 soldats, soutenus par des chars et des hélicoptères, se sont lancés au Laos pour attaquer la piste Ho Chi Minh et détruire les postes de commandement régionaux de l'ANV. Les forces américaines seraient limitées à fournir uniquement un soutien aérien, puisque le Congrès avait désormais interdit l'utilisation de troupes américaines au sol en dehors du Sud-Vietnam. L'opération fut un désastre. Le nombre de victimes varie selon les sources, mais certains affirment que jusqu'à 8000 Sud-Vietnamiens ont été tués, tandis que des chars et des hélicoptères ont été abandonnés sur le terrain. La catastrophe de Lam-Son 719 n'inspira pas confiance quant à la capacité des Sud-Vietnamiens à se défendre lorsque les États-Unis se retireraient finalement, et cela rendit la conclusion d'un accord de paix particulièrement importante. Les négociations à Paris et certaines discussions en coulisses ayant stagné, Nixon décida alors de s'adresser à l'Union soviétique et à la Chine pour obtenir leur aide afin d'encourager les Nord-Vietnamiens à accepter un règlement de paix. Comme les États-Unis,
Ni Pékin ni Moscou ne voulaient que la guerre se prolonge, bien qu'aucun des deux n'était prêt à suspendre les livraisons d'armes au Nord-Vietnam. Cela conduira finalement le président Nixon à effectuer une visite historique en Chine en 1972, devenant ainsi le premier président américain en exercice à le faire, où, entre autres, ils ont discuté de faire pression sur Hanoï pour mettre fin à la guerre. Les Nord-Vietnamiens ont refusé d'écouter. En janvier 1972, sur le demi-million de soldats américains présents au Vietnam lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Nixon avait réduit ce nombre à environ 130 000, et la plupart des combats contre des communistes étaient menés par l'ARVN. Les États-Unis maintenaient toujours de puissantes forces aériennes, navales et d'artillerie au Sud-Vietnam pour soutenir les Sud-Vietnamiens. Mais eux-mêmes adoptaient principalement une posture défensive, à l'exception de quelques conseillers qui accompagnaient l'ARVN lors des opérations. Motivée par la piètre performance de l'ARVN au Laos, l'armée nord-vietnamienne décida de lancer une nouvelle offensive audacieuse en 1972, différente de tout ce qu'elle avait tenté auparavant. Comme lors du Tet, ils allaient une fois de plus sortir à découvert et engager l'ARVN ainsi que toute unité américaine rencontrée dans une bataille rangée. La différence cette fois-ci, cependant, était qu'au lieu d'une force principalement composée d'infanterie, les Nord-Vietnamiens allaient utiliser un grand nombre de chars, leur donnant ainsi leur propre puissance de feu lourde à déployer contre l'ennemi. La grande majorité des chars à leur disposition étaient des T-54 fournis par les Soviétiques et des PT-76 amphibies qui allaient s'avérer inestimables pour traverser les rivières. Mais leur nombre comprenait aussi quelques T-34-85 datant de la Seconde Guerre mondiale. L'offensive a commencé le 30 mars 1972 avec 30 000 hommes qui ont traversé la zone démilitarisée et sont venus du Laos. Le 5 avril, 20 000 autres soldats communistes avaient attaqué depuis le Cambodge. À ce moment-là, Nixon avait autorisé une riposte sous la forme de la reprise des bombardements du Nord-Vietnam par les avions américains, visant à perturber les lignes d'approvisionnement des forces communistes dans le sud. Contrairement à la précédente campagne, Rolling Thunder, la nouvelle campagne n'interdirait pas les attaques contre la ville portuaire de Haiphong, où une grande partie du matériel soviétique était livré. Les avions américains allaient larguer 11 000 mines à l'entrée de Haiphong et d'autres ports, perturbant environ 85% des importations militaires du Nord-Vietnam. Les cibles suivantes étaient les gares de triage et les ponts ferroviaires menant à la Chine. Et cela a marqué la première utilisation de bombes guidées par laser en temps de guerre lorsqu'elles ont été larguées par des F-4 Phantom le 27 avril. Nixon a ensuite autorisé une campagne plus vaste visant à isoler le Nord-Vietnam des approvisionnements extérieurs et à détruire sa capacité à stocker et à acheminer des approvisionnements vers les lignes de front au sud. 414 missions ont été menées rien que le premier jour de l'opération Linebacker. Et une fois de plus, l'armée de l'air nord-vietnamienne s'est levée pour affronter les assaillants américains. Cependant, cette fois, la situation était bien moins à leur avantage, les pilotes de la marine américaine ayant notamment été entièrement réentraînés, non seulement au combat aérien, mais spécifiquement pour combattre les MiG déployés par l'aviation nord-vietnamienne. Les forces américaines abattront 11 MiG le premier jour, lors du combat aérien le plus intense de la guerre. Mais la menace des MiG n'était en aucun cas éliminée, puisque l'aviation nord-vietnamienne a abattu 5 F-4 le 10 mai. L'impact de Linebacker s'est fait sentir presque immédiatement dans le sud, car les forces communistes se sont retrouvées à court de munitions, de carburant et de ravitaillement. Jusqu'à 70% des approvisionnements destinés à l'offensive ont été soit détruits, soit empêchés d'atteindre les forces en première ligne, qui étaient elles-mêmes la cible de bombardements aériens intenses. Et à l'été, l'offensive s'était enlisée. Les Nord-Vietnamiens sont une fois de plus revenus à la table des négociations et Nixon a ordonné que les frappes aériennes soient désormais limitées au sud du 20e parallèle. Au cours des mois suivants, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le Dr Henry Kissinger, et le membre du politburo nord-vietnamien Lê Duc Tho se sont rencontrés à Paris pour discuter des conditions de paix. Parmi les conditions discutées figurait un engagement du Nord à cesser d'envoyer ses forces vers le sud et à libérer un certain nombre de prisonniers de guerre américains. Les États-Unis ont accepté de retirer toutes leurs forces et de mettre en place un accord de partage du pouvoir dans le sud entre le Viet Cong et le gouvernement de Saigon. Il semblait que la paix était à portée de main. Sauf qu'à Saigon, le président sud-vietnamien Nguyen Van Thieu refusa d'y adhérer. Le principal problème était qu'après avoir mené une guerre pour l'indépendance du Sud-Vietnam, les États-Unis étaient maintenant en train de remettre le pouvoir au Viet Cong. Kissinger a tenté de négocier avec les deux camps du clivage politique, mais ce fut en vain. Le 16 décembre 1972, les Nord-Vietnamiens se sont retirés des pourparlers de paix. Nixon était furieux.
Afin de forcer le Nord à revenir à la table des négociations, Nixon a ordonné l'opération Linebacker 2, le bombardement sans restriction du Nord-Vietnam. Le 18 décembre 1972, 129 bombardiers B-52, soutenus par de nombreux ravitailleurs et chasseurs, ont lancé une campagne de bombardement massif contre Hanoï et 3 bases de l'armée de l'air nord-vietnamienne. 3 de ces bombardiers seraient abattus par de missiles sol-air SA-2. La nuit suivante, une autre force de bombardiers a attaqué des triages ferroviaires et une centrale électrique. Et 7 autres B-52 ont été abattus par des SAM. Les bombardements se poursuivraient jusqu'au 24 décembre, lorsqu'une pause de Noël de 36 heures a été ordonnée, pendant laquelle les dirigeants de l'USAF ont été soumis à un examen minutieux en raison des pertes subies par les B-52. Les opérations ont repris le 26 décembre, avec un bombardement aérien massif sur l'ensemble du Nord-Vietnam, y compris dans et autour de Hanoï et Haiphong. Un soutien accru a été apporté aux B-52, notamment avec des avions de brouillage comme l'EA-6A de la marine, le précurseur du célèbre IA-6B Prowler, ainsi que des avions spécialement conçus pour traquer et détruire les radars guidant les SAM, connus sous le nom de Wide Weasels. Les pertes de B-52 ont diminué, mais la force était encore loin de s'en sortir indemne. Les bombardements se poursuivraient jusqu'au 29 décembre et infligeraient d'énormes dégâts à l'infrastructure nord-vietnamienne. Il y eut une condamnation généralisée des bombardements, en particulier lorsque Hanoï montra des photos d'un hôpital pris dans la dévastation et affirma que 1624 civils avaient péri lors de la campagne. Cependant, les Nord-Vietnamiens acceptèrent de retourner à Paris, bien qu'ils aient tenu à préciser que c'était dans l'intérêt de la paix et non à cause des bombardements. Les Nord-Vietnamiens refusèrent de modifier les termes auxquels ils avaient consenti dans l'accord précédent, ce qui entraîna les mêmes refus de la part du président Thieu. Nixon intervint et menaça de faire destituer Thieu, et donc, n'ayant guère le choix, il accepta. En janvier 1973, les États-Unis signèrent l'accord sous le nom des Accords de paix de Paris, et le lendemain, un cessez-le-feu officiel fut déclaré. Nixon pensait avoir obtenu la paix avec honneur. Les États-Unis ne perdirent pas de temps à retirer leurs dernières forces de combat et le Nord-Vietnam commença à libérer les prisonniers de guerre américains, y compris John McCain. Beaucoup d'entre eux étaient dans un état extrêmement mauvais, ayant enduré des années de mauvais traitements physiques, et John McCain lui-même eut des difficultés à lever les bras au-dessus de ses épaules pour le reste de sa vie. Le 29 mars 1973, la dernière unité militaire américaine quitta le Vietnam. Et le 19 juin, le Congrès adopta une loi interdisant toute implication future des États-Unis dans des opérations militaires au Vietnam, au Cambodge et au Laos, tandis que la marine américaine commença à enlever les mines qu'elle avait posées au large du Nord-Vietnam. Des 500 000 hommes de 1968 au 31 décembre 1973, il ne restait plus que 50 membres du personnel militaire américain au Vietnam. Bien que Nixon ait tenu sa promesse de retirer les troupes, les combats continuaient avec des affrontements sporadiques entre le Viet Cong et les forces de l'ARVN. Les troupes américaines se retrouvaient encore impliquées dans ces affrontements et 168 Américains sont morts au Vietnam en 1973 malgré les accords de paix de Paris. Aucun des deux camps ne faisait confiance à l'autre et ils s'accusaient fréquemment de violer les accords de paix. De plus, les combats ne montraient aucun signe de fin à l'aube de 1974. Et la situation s'est aggravée pour le président Thieu lorsque les États-Unis ont commencé à retirer une partie de leur soutien financier en essayant de se distancer du Vietnam autant que possible. Après de longues délibérations, le Parti communiste à Hanoï a voté pour attaquer à nouveau le Sud-Vietnam lors d'une série de nouvelles offensives décrites comme des prises de territoire par les Sud-Vietnamiens. Le président Thieu comptait sur la reprise des frappes aériennes américaines pour défendre son pays. Mais le Congrès avait lié les mains de Nixon et le Sud-Vietnam se retrouvait désormais seul. Poussés par cette situation, les Nord-Vietnamiens ont lancé une nouvelle offensive en mars 1973 et ont commencé à mettre en déroute l'ARVN. L'ARVN a bien lancé une contre-attaque réussie contre les positions ennemies au Cambodge, mais le coût a été si élevé qu'il y avait peu de raisons de se réjouir. Au même moment, l'ARVN était saignée à blanc, avec des désertions massives, tandis que le transport des ravitaillements était perturbé par un flot de réfugiés sur les routes fuyant les combats. En décembre 1974, les communistes ont vaincu l'ARVN à seulement 75 miles au nord-est de Saigon, après avoir attaqué depuis des bases au Cambodge. Les Nord-Vietnamiens attendaient une intervention américaine, mais encore une fois, rien ne s'est concrétisé. À ce moment-là,
Nixon avait été évincé de la présidence à la suite du scandale du Watergate, et malgré son désir d'aider les Sud-Vietnamiens, le nouveau président Gerald Ford, fraîchement installé, en fut empêché par le Congrès. Convaincu qu'il n'y avait plus rien pour les arrêter, l'armée nord-vietnamienne se prépara à une nouvelle offensive en mars 1975. Il prévoyait que la campagne pour capturer Saigon et sécuriser le Sud-Vietnam durerait environ 2 ans. L'offensive commença le 10 mars 1975, mais en l'espace d'un mois, l'ARVN commença à s'effondrer complètement avec 100 000 de ses membres faits prisonniers. Le 4 avril 1975, les États-Unis commencèrent à évacuer les enfants du Sud-Vietnam pour les mettre à l'abri des combats. Surnommé Opération Baby Lift, le premier avion impliqué, un énorme C-5 Galaxy, s'est écrasé au décollage, tuant 138 personnes, dont 78 enfants. L'armée nord-vietnamienne et le Viet Cong continuaient leur avancée vers Saigon, et le 21 avril 1975, le président Thieu a prononcé un discours dans lequel il a accusé les États-Unis d'être responsables de la chute du Sud-Vietnam avant de démissionner et de s'enfuir à Taïwan. Son successeur, Tran Van Hung, est resté en fonction 1 semaine avant de démissionner et de remettre le gouvernement au général Minh Vinh, le même homme qui avait renversé le président Diem en 1963. Avec Saigon encerclé, Vinh s'est rendu 2 jours plus tard, le 30 avril. À l'ambassade des États-Unis, il eut un effort désespéré pour évacuer le personnel américain et les civils vers des navires de guerre américains en attente. Des milliers d'habitants de Saigon ont encerclé l'ambassade, espérant pouvoir monter à bord de l'un des hélicoptères d'évacuation, mais peu y sont parvenus. Les pilotes de la RVN et de l'armée de l'air sud-vietnamienne embarquaient souvent leurs familles à bord de leurs avions militaires et s'envolaient vers les navires américains, allant parfois jusqu'à les faire s'écraser en mer pour obliger les marins américains à les secourir. Les Nord-Vietnamiens allaient consolider leur emprise sur le Sud avant d'unifier officiellement le pays sous le nom de République socialiste du Vietnam. Pour honorer sa mémoire, Saigon a été rebaptisé Ho Chi Minh Ville. La guerre pour l'unification du Vietnam après la première guerre d'Indochine a duré 19 ans, 5 mois, 4 semaines et 1 jour. Elle coûtera la vie à près de 4 millions de Vietnamiens. Pour les États-Unis, le Vietnam est une blessure qui ne guérira probablement pas avant plusieurs générations. 53 318 membres du personnel militaire américain perdront la vie pendant la guerre, et cela laissera une profonde empreinte sur la psyché américaine, influençant la politique étrangère et même intérieure pendant de nombreuses années. Les questions sur la sagesse de cette guerre, la conduite des troupes américaines, ainsi que les tactiques et la technologie utilisées seront débattues par les historiens pendant de nombreuses années. À Washington, un mémorial a été érigé en 1982 pour commémorer tous les membres du personnel américain morts lors du conflit, avec la liste de chacun de leurs noms. Comme pour la plupart des conflits, dans les décennies qui ont suivi, de plus en plus d'éléments sur l'implication des États-Unis dans la guerre ont été révélés dans des livres et des revues, afin que les histoires personnelles des soldats, souvent négligées dans les livres d'histoire, ne soient pas oubliées. En 2015, Gregory Hamilton a publié le livre « La folie de McNamara, l'utilisation de soldats à faible QI pendant la guerre du Vietnam ». Cela raconte l'histoire tragique de la conscription d'hommes souvent handicapés mentaux pour servir dans l'armée, une tâche à laquelle ils n'étaient absolument pas adaptés. En 2020, Larry Sanders a publié son livre racontant ce que c'était que d'être un soldat homosexuel obligé de vivre dans le secret pendant la guerre et les risques d'être découvert dans l'armée américaine. Ces dernières années, les relations entre les États-Unis et le Vietnam se sont nettement améliorées, avec des vacanciers américains visitant le pays pour parcourir les champs de bataille où leur grand-père ou leur père auraient combattu dans les années 60 et 70. Plus significatif encore, en 2018, le porte-avions américain USS Carl Vinson a effectué une visite diplomatique au port de Da Nang. C'était la première fois qu'un porte-avions américain visitait le pays depuis la guerre, suivi par une visite de l'USS Theodore Roosevelt en mars 2020. Espérons que cette amélioration des relations aidera à enfin faire taire les fantômes de cette guerre brutale et sanglante qui a eu un impact si profond sur le monde, bien au-delà des champs de bataille sur lesquels elle s'est déroulée.